Gisors ne ressemble à rien d'étrange. Une petite ville de Normandie, calme, sans folklore, sans mise en scène. Et pourtant, au sommet d'une colline artificielle, un château veille. Pendant des siècles, il a gardé le silence, jusqu'au jour où un homme a creusé seul. Et ce qu'il a affirmé avoir découvert là-dessous a suffi pour que l'État vienne, creuse, referme et interdise qu'on recommence. Mesdames et messieurs, dans cette vidéo, je vais vous parler de la ville qu'on peut considérer comme celle qui est la plus étrange de France. J'espère que la vidéo vous plaira, vous pouvez laisser un j'aime et vous abonner à la chaîne si c'est le cas. Retrouvez-moi aussi sur Instagram AkenTV que je vous affiche juste ici. Vous êtes de plus en plus nombreux à me retrouver là-bas et ça me touche énormément de voir tout le soutien que vous m'apportez, de voir aussi un peu plus concrètement qui sont les personnes qui regardent les vidéos. Merci du fond du cœur de me suivre aussi là-bas. Et si maintenant vous êtes prêts, on est parti pour se plonger dans l'histoire de la ville la plus étrange de France. Gisors n'est pas une ville dont on parle très souvent. Elle ne fait pas la une des journaux, elle n'a pas la réputation sulfureuse des grandes villes, ni une atmosphère vraiment macabre. C'est une petite localité du Vexin normand, coincée entre forêts, vallons et champs, avec comme beaucoup de villes ses cafés, ses bars, ses restaurants, et il y a un fameux château qui lui est posé sur une colline artificielle. Un château qui ressemble au premier regard à beaucoup d'autres, la motte, les pierres, les tours, il n'y a rien d'extraordinaire, et c'est précisément ça qui rend les choses assez intéressantes. C'est que ce qui compte vraiment est caché, presque invisible. Et pour comprendre pourquoi cette ville est devenue l'un des lieux les plus étranges de France, il faut remonter à une époque où la région n'était pas française au sens moderne du terme. On est au XIe siècle, l'Europe n'est pas un ensemble de pays comme aujourd'hui, c'est plutôt un tissu de royaumes, de duchés, de fiefs, d'alliances, de trahisons. Et la Normandie, elle est au cœur de tout ça. Et depuis Guillaume le Conquérant, les ducs de Normandie sont aussi les rois d'Angleterre. Ce n'est pas une province française, c'est un territoire qui est vraiment à cheval entre deux mondes, entre le pouvoir ducal et la monarchie capétienne. Et donc, Gisors devient un endroit stratégique. Vers 1095, un seigneur bien connu des chroniqueurs médiévaux, Robert de Bellême, un homme de guerre, un ingénieur militaire presque avant l'heure, reçoit un ordre plutôt simple, fortifier la colline. Il ne doit pas faire un château pour accueillir des nobles, mais un instrument de pression politique. Il fait donc ce qu'on appelle une motte castrale. Motte qui veut dire colline artificielle, et castrale qui est un terme plutôt associé à la guerre et à la diplomatie. Donc, les travaux sont organisés, on creuse, on empile, on tasse la terre, on bâtit une enceinte. Et la forteresse n'est pas une simple forteresse, c'est une sorte de drapeau qu'on a planté entre deux royaumes. C'est au fil du XIIe siècle que là, la forteresse devient un véritable château. Henri Ier d'Angleterre, fils de Guillaume, ordonne qu'un donjon soit également bâti, et autour il y a des couches de défense qui s'ajoutent. On a vraiment là un endroit militaire prêt pour conquérir ou défendre. Vu du ciel, des siècles plus tard, le château de Gisors ressemble à une sorte de cime. Il y a un centre, un anneau et l'extérieur. Rien n'a été fait par hasard, et c'est dans ce décor qu'un ordre mythique va apparaître, l'ordre des Templiers. Et il faut clarifier un point important, les Templiers ont réellement été liés à la ville de Gisors. Entre 1158 et 1160, le château est placé sous la garde du temple, non pas comme fief, mais plutôt comme une sorte de garantie neutre lors d'une trêve entre Louis VII et Henri II Plantagenet, le roi du moment d'Angleterre. Les Templiers ont été choisis car ils sont considérés comme des personnes de confiance et aussi incorruptibles. Donc c'est cette position entre guillemets neutre qui a fait qu'on leur a donné l'endroit. Je vous le dis vulgairement mais comme ça vous saisissez le truc. Ça a été un geste politique avec une symbolique extrêmement forte. Et attention, ça ne dit pas que les Templiers ont fait de cet endroit le lieu où ils gardaient tous leurs secrets. Ce que ça veut dire, c'est que Gisors, en tout cas le château, était considéré un peu comme une sorte de coffre-fort. Mais un coffre-fort géopolitique, pas tant un coffre-fort où on va planquer des richesses. Le temps passe, les rois changent, il y a des guerres qui se succèdent, Richard Cœur de Lion, Philippe Auguste, Jean sans Terre, il y a des sièges, des négociations, des trahisons. Et finalement, la Normandie retombe sous la main des Français. Mais le château reste là, comme un pivot militaire, même pendant la guerre de 100 ans. Et vient un événement historique, la chute de l'ordre du Temple, la fin des Templiers. Beaucoup sont arrêtés, nombreux sont ceux qui ont été exécutés. D'ailleurs, entre 1310 et 1314, beaucoup d'entre eux ont été détenus à Gisors, dont d'ailleurs le grand maître templier, Jacques de Molay, qui a ensuite été condamné au bûcher. Et c'est là qu'on commence à avoir des premières légendes. On parle par exemple de zones souterraines, cachées, qui auraient pu servir à faire circuler certains trésors. Beaucoup se disent que s'il y avait effectivement le fameux trésor des Templiers qui existait, et que ce trésor devait disparaître d'une manière ou d'une autre, Gisors serait l'endroit propice pour le faire.
Attention, ça veut pas dire qu'il y a eu un trésor, on dit juste que s'il y en avait un, c'est fort probable qu'il ait pu être dans cet endroit. Ce ne sont que des spéculations. Le temps a encore passé et au fil des générations, il y a plusieurs idées qui se superposent. La première, c'est une idée purement historique. Gisors a servi d'abri, un coffre politique où on mettait des choses qu'on ne voulait pas laisser ailleurs. Deuxième idée, c'est que si les Templiers avaient des secrets à garder, ils auraient clairement pu choisir, sachant comment était fait le château, cet endroit pour le cacher. Et forcément, sur les mystères historiques, il suffit d'une petite étincelle pour allumer un grand brasier et faire un énorme mystère, et bien sûr alimenter ce mystère de beaucoup de théories. Malgré le grand mystère autour de Gisors, rien n'a été réellement découvert jusqu'à présent. On pensait, on théorisait sur beaucoup de choses, mais il n'y avait pas vraiment de passage à l'acte derrière. Jusqu'à un jour où un homme, pas un historien, pas quelqu'un passionné par les mystères, juste un gardien du château, Roger Lomoy ou Lomoy, je suis pas sûr de la prononciation, on va dire Lomoy, qui lui fait des découvertes qui changent l'histoire d'une manière que personne n'avait vraiment envisagée. Lui, initialement, son travail c'était d'ouvrir le site, d'accueillir des touristes, le refermer en fin de journée. Et un jour, à force de cette répétitivité, il s'est dit, tiens, et si, sous les pierres du château, il y avait quelque chose. Donc, dans le secret, et tout seul, il commence à fouiller. Dans les années 30, pas avec des machines, avec ses mains, une pelle, quelques outils accessibles à tous, et il creuse dans la motte qu'il y a autour du château. Il a une idée en tête, c'est que caché quelque part, sous le château, il y a une salle secrète. Une salle qui est enfouie, cachée, à l'abri des regards. Ça s'est remarqué, certaines personnes l'ont remarqué, tout le monde le prenait un peu pour un fou, et il a creusé pendant presque 10 ans. Et un jour de mars 1946, il dit qu'il a trouvé quelque chose. Pour contextualiser un peu, à ce moment-là, on est à la fin de la guerre, donc la France est encore en train de récupérer de ses blessures de cet atroce événement, et il y a un gars, un gardien de château, qui se présente à la mairie et dit « J'ai fait une découverte qui pourrait changer l'histoire, alors que l'histoire mondiale vient déjà d'être marquée. » Ce qu'il dit, c'est qu'il a percé une paroi de pierre, qu'il est tombé sur un couloir, une vraie structure pensée, construite, qu'il a amené jusque dans une salle, une chapelle souterraine. Et c'est pas un petit truc, une pièce de 30 mètres de long, 9 mètres de large, avec à l'intérieur des sarcophages, des statues, des coffres métalliques rangés contre les murs. Il a même compté tout ce qu'il y avait, 19 sarcophages, 30 coffres, qui étaient répartis en colonnes, et 13 statues. Il dit qu'il n'a rien ouvert, il n'a touché à rien. Une fois qu'il a fait sa découverte, il est remonté à la surface, il a demandé à des personnes d'agir en tant que témoins pour dire qu'il a bien trouvé quelque chose, et ensuite il est parti à sa mairie pour faire une demande afin qu'on officialise sa découverte. Et là, tout le monde se fiche, parce que si sa découverte est réelle, ça veut dire qu'il y a bel et bien un trésor qui était caché à Gisors pendant des années, même des siècles, et que quelqu'un, entre guillemets un monsieur tout le monde, a découvert quelque chose qu'on aurait pu découvrir si on s'était peut-être un peu plus penché sur la question. Et ça, pour la mairie, ça passe pas trop. Ça crée une petite panique, une certaine effervescence. Donc des élus descendent sur place, on appelle les pompiers, parce qu'on parle quand même d'une salle souterraine, donc à tout moment, elle pourrait pourquoi pas s'effondrer. Clairement, on veut vérifier si ce que dit ce gardien de château est vrai. Émile Ben, un officier, descend dans la fameuse salle, il remonte, et quand il remonte, il n'est pas forcément émerveillé, il se dit ok, et si ça s'effondre, qu'est-ce qu'on fait? Donc qu'est-ce qui a été fait? Tout a été condamné. On a refermé le passage créé par le gardien du château. On décide pas de fouiller, d'ouvrir les coffres, voir ce qu'il y a, d'en savoir plus, ça prendrait du temps d'analyser tout ça. On décide de tout bétonner. On cache cette découverte sous des couches de ciment. Et c'est là que le cas Gisors devient assez particulier, assez étrange, parce qu'on aurait pu peut-être enterrer un peu l'affaire sous le tapis, dire le gardien de château est fou, il n'a rien vu, tout ça ce n'était que des mensonges. Mais non, la seule réponse c'est on arrête de creuser et on ne creuse plus. Et ça, c'est quelque chose de pire, parce que c'est comme si on voulait empêcher la découverte de quelque chose. Pourquoi? On ne sait pas. Officiellement, c'est pour éviter que l'endroit ne s'effondre. Officieusement, on se dit qu'il y a peut-être des secrets qui sont cachés. Forcément, pour le gardien de château, c'était quelque chose d'assez compliqué. Il a fait pour lui une découverte incroyable. À cette époque, il n'y avait pas de YouTube, il n'y avait pas de réseaux sociaux, donc il n'allait pas prendre son iPhone pour filmer ce qu'il avait trouvé. Il n'allait pas en faire une vidéo YouTube avec une belle miniature et un titre où il y a marqué « J'ai découvert une salle secrète, blablabla ». Non, c'était parole contre parole. Et lui, sa découverte, il voulait qu'elle soit officialisée, vraiment, que ce soit reconnu. Il a trouvé quelque chose qui selon lui pouvait changer l'histoire, et on lui dit « Non, on n'ira pas creuser dans ce que tu as découvert ». Donc il décide de se battre, il prend un avocat, il fait un procès à la ville, lui ce qu'il veut c'est qu'on ouvre de nouveau le passage qu'il avait créé, il veut qu'on aille clairement enquêter dans cette fameuse chapelle avec les coffres et les sarcophages, etc. Et c'est là que la France va se dire « Ok, cette situation devient un peu ingérable, du coup on va la faire traiter à Paris ».
Roger Lomoy s'obstine. L'histoire commence à sortir du cercle local de Gisors, ça commence à envahir un peu la France. Et au début, les choses trouvent ça plutôt amusante. On est dans l'après-guerre, donc un vieil homme sans diplôme en histoire ou quoi que ce soit qui dit avoir découvert une salle remplie de sarcophages, ça amuse 2 minutes, mais au bout d'un moment, les gens se disent, il commence un petit peu à nous casser les bonbons. Le gardien s'entête et il commence non plus à s'adresser à des élus municipaux, mais à des préfets, puis à des hauts fonctionnaires, et puis enfin il accède aux plus hautes sphères de l'État. Il a un contact avec André Malraux qui était ministre de la Culture à l'époque. Cet homme n'est pas qu'une figure politique, c'est un intellectuel, un littéraire, il a traversé la résistance, accompagné de Gaulle. Donc quand on lui dit qu'une chapelle probablement templière a été découverte sous le château de Gisors, lui il ne met pas le truc sous le tapis, il décide d'enquêter. Il mandate une commission et finalement, en 1962, une décision tombe. On décide d'ouvrir à nouveau le passage. Mais pas comme l'avait fait le gardien du château, un peu à la main avec des pelles, non. On envoie des soldats, casqués et protégés, qui viennent creuser comme s'ils étaient en train de fouiller un bunker allemand. C'était pas une opération d'archéologie ou quoi que ce soit, c'était carrément devenu une opération quasi militaire. Donc, entre 1962 et 1964, on ouvre les galeries. On sonde la terre, on renforce les parois, comme ça plus de problèmes d'effondrement, on cartographie ce qu'on peut cartographier, mais surtout, le grand objectif c'est de trouver la fameuse salle que le gardien de château avait découvert. Et là le résultat tombe. Aucune chapelle souterraine n'a été trouvée au cours de la fouille. Donc, pas de statue, pas de sarcophage, pas de coffre, rien. La conclusion à l'enquête, c'est que les recherches n'ont rien donné. Et c'est là que l'histoire prend 2 chemins différents. La première, c'est une version où on va dire que le gardien du château s'est trompé. L'autre version, c'est qu'il a vu quelque chose, effectivement. Après coup, les grands travaux ont abîmé la structure même du château, des pierres se sont fendues, et cette opération, cette enquête, a failli vraiment coûter le château, c'est-à-dire qu'il a failli s'effondrer. Alors pour préserver quand même un morceau du patrimoine, les autorités ont décidé de refermer la fameuse partie des galeries souterraines et de ne plus y toucher. La zone a été condamnée. Et c'est là qu'il y a quelque chose d'assez particulier qui rentre en jeu. Parce que le fait que les recherches n'aient rien donné, ça veut pas forcément dire que la salle que le gardien du château a vue n'existe pas. Ça veut juste dire qu'ils ne l'ont pas trouvée. Et ça, c'est une nuance importante. Et c'est cette petite nuance qui alimente d'autant plus le mystère derrière. Beaucoup se disent que ceux qui cherchaient se sont arrêtés avant de trouver, et ils sont donc persuadés qu'il y a bel et bien quelque chose qui se cache sous le fameux château. Et justement cette histoire, ce mystère qui s'est créé, ça a alimenté bien plus que la réalité elle-même. Roger Lomoy, le gardien du château, c'est quelqu'un de mortel. Il peut partager sa découverte, mais au bout d'un moment, quand malheureusement sa vie s'arrêtera, eh bien sa découverte, qui n'a été vue que par lui, mourra un peu avec lui aussi. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais je me comprends et je pense que vous avez quand même un peu l'idée de ce que je veux dire. Mais, grâce aux écrivains, le mystère perdure. Notamment en 1962, où un écrivain transforme cette histoire de Gisors en véritable légende. Cet auteur, c'est Gérard de Sède, qui a écrit le livre « Les Templiers sont parmi nous ». Le livre a très bien marché, il ne raconte pas forcément que le mystère, il l'exploite. Il parle de Templiers, de coffres, de dépôts sacrés, et il connecte Gisors avec quelque chose de plus vaste, le prieuré de Sion, qui est aujourd'hui un mythe qui a été démonté. Il y avait apparemment des documents historiques, mais qui sont en réalité des documents qui ont été fabriqués. C'était un petit jeu de piste pour les amateurs de conspiration finalement. Mais à cette époque, on ne le savait pas. À cette époque, on pensait que c'était quelque chose de réel, et donc il y a eu cette connexion qui a été réalisée. Et donc, avec le fameux livre en question, Gisors n'était plus seulement un endroit qu'on trouve mystérieux, c'était vraiment l'endroit mystérieux par excellence de France. On parlait de Templiers, de sociétés secrètes derrière qui auraient pris le relais sur la garde des fameux trésors, et dans les années 70 à 80, là, des idées ont commencé à circuler. Beaucoup en France croient qu'on détient un secret médiéval, et l'Angleterre décide de l'exporter. Il y a un journaliste britannique qui tombe sur le fameux livre de Gérard de Sède, un certain Henry Lincoln, qui parle du livre en question à 2 autres auteurs, Michael Béjean et Richard Leigh. Ensemble, ils enquêtent, ils rassemblent des informations, ils les interprètent, et toutes leurs recherches, ils en font un livre qui est sorti en 1982, The Holy Blood and Holy Grail. En gros, le sang saint et le saint Graal. Et dans le livre, il y a des questions qui sont posées clairement. Et si le Christ avait eu une descendance? Et si les Templiers avaient protégé cette lignée? Et si tout ça avait été transmis en secret jusqu'à aujourd'hui? Effectivement, de la découverte d'une salle dont on ignore l'existence à est-ce que le Christ a eu une descendance, il y a eu un énorme chemin entre les deux. Et justement dans ce livre, au milieu de tous les trucs cités, il y a Gisors. Donc l'endroit devient un point névralgique des mythes modernes. La découverte d'une salle qui nous était inconnue a lié par la suite au fil des années la ville
à Jésus, aux Templiers, au roi de France, aux priorations et à des secrets qu'on a parfois jamais résolus. Et ça ne s'arrête pas là, parce que naturellement, cette culture un peu du secret a fait que beaucoup de monde se sont rendus à Gisors pour essayer de ressentir des choses, des touristes qui pensaient peut-être par hasard tomber sur un secret. Mais il y a encore un homme qui va transformer l'histoire de Gisors, mais avec un succès mondial. Cet homme, c'est encore une fois un auteur, Dan Brown, qui a créé une œuvre que vous connaissez très certainement, Da Vinci Code. Tout le monde redécouvre le prieuré de Sion, les Templiers, des sociétés secrètes, et en arrière-plan de ça, qu'est-ce qu'il y a? Gisors. Comme une petite graine qui a été plantée par, entre guillemets, un simple gardien de château, il y a des décennies avant tout ça. Et c'est à peu près comme ça qu'une ville plutôt lambda, comme les autres finalement, est devenue une vraie légende, cette légende de la ville la plus étrange de France. Et tout part de ce fameux Roger, qui a simplement dit à la mairie « J'ai trouvé une salle sous le château ». Ça a commencé aussi simplement que ça. Au-delà du château, quand on a un aussi grand mystère, ce qu'on aime faire, c'est saupoudrer le tout d'un peu de mystère, encore. Il y a donc d'autres histoires, pas liées directement au château, mais par exemple, il y en a une qui est une histoire médiévale. On raconte qu'un roi, Philippe Auguste, aurait failli mourir lors de la traversée d'un pont. Et dans la panique, il aurait fait un vœu, élever une statue de la Vierge s'il survivait. Il a réussi à survivre, il a fait la fameuse statue, et on raconte qu'elle aurait protégé la ville, les voyageurs, les enfants, les familles, tout ce qui passe sous elle. Alors on venait prier, supplier, remercier, et on disait que cette pierre nous écoutait. Une petite légende, comme celle-ci, celle de la fontaine du Réveillon. C'est une fontaine où on dit que si l'on boit son eau, avant de partir en voyage, on serait assuré de revenir sain et sauf. Et puis il y a aussi cette histoire de fantôme, celle du Chevalier Noir. Ce serait en réalité le fantôme d'un Templier, et la version de l'histoire varie un peu en fonction de qui la raconte. Mais grosso modo, on dit que c'est un frère du Temple qui aurait été exécuté, ou alors une sorte d'esprit protecteur chargé de garder ce qui était caché sous la fameuse motte. Il n'a pas très bien fait son boulot si le gardien a réussi avec ses mains à trouver une salle, on va dire qu'il y a peut-être eu un petit manquement. Aujourd'hui, Gisors est une ville qui peut attirer les curieux, les passionnés de mystère. On ne dit pas là-bas que tout ce qui est dit est faux, on dit plutôt et pourquoi pas. Donc, nombreux sont ceux qui s'y rendent pour admirer soit le patrimoine, soit pour essayer peut-être de découvrir, de gratter un peu la surface du mystère qui entoure le fameux château. Mais finalement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Officiellement, on n'a rien trouvé, mais si on fait une sorte d'extension de tout ça, la réponse c'est plutôt on ne sait pas et on ne veut pas chercher plus loin. Un homme a dit qu'il avait vu quelque chose, l'État a cherché mais n'a rien trouvé, ce qui encore une fois ne veut pas dire qu'il n'y avait rien. Donc est-ce qu'un jour le secret de ce qu'il y a sous le château de Gisors sera un jour révélé? Honnêtement je pense pas, parce que s'il faut aller creuser que ça abîme le château, je pense que de toute manière les recherches sont impossibles. Mais bon, c'est toujours, je trouve, fascinant de se dire que peut-être justement sous le château il y a des coffres remplis de quoi, on ne sait pas, peut-être des trucs qui pourraient remettre en cause plein de choses de notre histoire, peut-être des richesses, et qui sont dans les sarcophages. Pareil, ça appartient au mystère et il est probable, en tout cas dans les années à venir, qu'on ne le sache jamais. Mesdames et messieurs, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, que ça vous a plu. J'ai beaucoup aimé vous présenter ce petit mystère, c'était un petit plaisir pour moi, en plus un mystère français qui n'est pas résolu, et puis c'est assez particulier ce qui s'est passé je trouve tout au long de l'histoire. Dites-moi en commentaire vous si vous connaissiez justement toutes les légendes autour du château de Gisors, et de Gisors en général. Si j'ai manqué des trucs ou je me suis peut-être trompé, ça peut arriver, dites-le moi aussi en commentaire pour me corriger, vraiment c'est avec grand plaisir. J'espère que vous avez passé un agréable moment, si c'est le cas je vous laisse mettre un j'aime et vous abonner à la chaîne. Rejoignez-moi aussi sur Instagram AkenTV que je vous raffiche juste ici. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!